Vous est-il déjà arrivé lors d'un long voyage de passer devant une de ces petites attractions routières et de vous demander qui pouvait bien s'arrêter là? Eh bien, ce groupe de 6 amis est sur le point de le découvrir à ses dépens. Mais cet endroit donne un tout nouveau sens à l'expression « piège à touristes ». Il ne s'agit pas non plus d'un massacre à la tronçonneuse comme les autres, loin de là, parce que ces psychopathes ne veulent pas seulement vous tuer, ils veulent vous utiliser pour un de leurs projets artistiques tordus. Et se faire choper par ces tarés signifie subir un sort qui est encore pire que la mort. Mais je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre les tueurs à la cire dans la maison de cire. Cette petite ville cache un terrifiant secret. Il est tard dans la nuit quelque part en Louisiane, quand Carly et ses amis s'arrêtent dans un restaurant pour manger quelque chose. Ils se rendent à un match de football et ont encore beaucoup de route à faire. Mais alors que tout le monde est encore à l'intérieur, Blake trouve un raccourci sur son GPS qui semble pouvoir leur faire gagner beaucoup de temps. Quand ils reprennent la route, ils suivent le raccourci de Blake jusqu'à ce qu'ils tombent sur une déviation inattendue. Sans réfléchir, ils décident de suivre la route qui s'enfonce dans la campagne. Mais ce sera leur plus grosse erreur. Après quelques kilomètres de plus, ils décident de s'arrêter et de camper quelque part pour la nuit. Sur le bord de la route, ils passent devant un panneau indiquant « Trudy's World Famous House of Wax », la célèbre maison de cire de Trudy. Bon, Wade, mon garçon, tes rêves sont sur le point de se réaliser, mais ils pourraient bien se transformer en ton pire cauchemar. Alors qu'ils montent leur tente, ils remarquent une odeur rance provenant d'un endroit proche. Wade leur fait remarquer qu'on dirait que quelque chose est mort là-bas, et après avoir jeté un rapide coup d'œil, ils décident de retourner directement faire la fête. Il est presque temps pour tout le monde de se coucher quand un vieux pick-up s'arrête tout à coup sur la route, ses phares braqués sur eux. Le véhicule s'arrête juste à la lisière des arbres. Mais bizarrement, personne n'en sort ni ne réagit quand il demande ce qu'il veut. Ils sont à peu près sûrs de n'être sur la propriété privée de personne, mais qui que ce soit, ils refusent de les laisser tranquilles. Finalement, Nick, le frère jumeau délinquant de Carly, décide qu'il en a assez. Il se lève de l'arrière-plan, lance un coup parfait avec une bouteille et détruit un de leurs phares. Ça semble les effrayer pour l'instant. Alors tout le monde se couche pour dormir un peu. Mais la vérité, c'est que ce type est sur le point de faire de leur vie un véritable enfer. Pendant qu'ils dorment, quelqu'un s'empare de la caméra de Dalton et commence à faire le tour du campement. Et quand il zoome à travers les moustiquaires, tout le monde est encore dans sa tente. Ce qui veut dire qu'il doit s'agir de quelqu'un d'autre. C'est alors que Carly se réveille avec le sentiment indéniable d'être observée. Elle essaie d'en parler à Wade, et il lui répond en blaguant qu'il s'agit probablement d'un tueur en série ou d'un truc dans le genre. Mais il n'a aucune idée à quel point il a raison. Pas convaincue, elle décide que la meilleure chose à faire est d'aller jeter un coup d'œil par elle-même. Mais la seule personne qu'elle trouve sur place, c'est Wade quand il vient la rejoindre. Et il retourne à la tente en se disant que tout ça n'était que le fruit de leur imagination. Ok, Carly et ses amis doivent faire attention. Ils se disent peut-être qu'ils sont capables de se débrouiller seuls, mais la situation pourrait rapidement devenir dangereuse. Et ce serait vraiment dommage que le raccourci qu'ils ont pris pour gagner 1 heure de route leur coûte la vie. D'après leur rencontre avec ce conducteur de pick-up, je pense qu'on peut affirmer qu'ils n'ont pas choisi le bon endroit pour établir leur campement. Techniquement, le type ne leur a peut-être pas encore fait quoi que ce soit, mais s'il avait été là pour une visite amicale, il l'aurait probablement dit. Le fait de les éblouir avec ses phares et de refuser de répondre à leurs questions voulait clairement envoyer un message, ce qui veut dire que le conducteur essayait probablement de les intimider ou d'affirmer son autorité. La version la plus simple serait qu'il s'agit tout simplement d'un propriétaire local qui vérifiait sa concession et qui essayait probablement d'effrayer le groupe parce qu'ils étaient en train d'empiéter sur son territoire. Mais comme Blake l'a fait remarquer, ils n'ont franchi aucun panneau. Et pourquoi ne leur a-t-il pas dit un mot si c'était le cas? Il était peut-être simplement curieux de voir qui campait là, mais je pense que la réponse la plus probable, c'est qu'il cherchait à créer des problèmes. Son approche plutôt timide était peut-être un test pour voir combien ils étaient et comment ils allaient réagir. Et quand il a vu qu'ils étaient 6, il a décidé de se retirer, pour l'instant. Le fait que le type soit parti après que Nick ait cassé son phare montre qu'il ne cherchait pas la confrontation. Mais le fait qu'il ait laissé passer l'occasion de s'en prendre légalement au groupe pour avoir endommagé sa propriété est un signe certain qu'il ne mijotait rien de bon. Vous vous dites peut-être qu'ils l'ont fait fuir, mais maintenant qu'ils ont cassé son phare, il pourrait revenir pour se venger. Ce qui explique sans doute pourquoi quelqu'un s'est faufilé dans le campement pendant que tout le monde dormait. Ensuite, nous avons Carly qui entend un bruit à l'extérieur de la tente et qui va voir par elle-même, sans arme ni même une simple lampe de poche. À ce stade, elle était pratiquement en train de demander à être la première à être tuée. Et ça ne me donne pas vraiment de grands espoirs quant à leur chance de survie à long terme. Bon, personnellement, je m'inquiéterais du retour de ce type. Il pourrait demander à quelqu'un de monter la garde toute la nuit, mais la meilleure chose à faire ici est de faire ses bagages et de partir pendant qu'ils le peuvent encore. Ils n'ont plus que quelques heures de route avant l'arrivée au stade, et je préférerais encore dormir dans un hôtel ou même dans un parking qu'ici avec la famille Leatherface.
puisqu'ils ont déjà eu une confrontation avec les habitants et qu'ils ne sont là que depuis quelques heures, je dirais qu'il est temps pour eux de continuer à avancer. Mais quand ils se réveilleront demain matin, il sera déjà trop tard. Le lendemain, Blake se réveille et se rend compte qu'ils ont tous dormi trop longtemps. En plus, pour aggraver les choses, la voiture de Wade ne démarre pas. Et quand il ouvre le capot, il découvre qu'une courroie de ventilateur toute neuve s'est cassée au milieu de la nuit, sans raison apparente. Pendant ce temps, Carly et Paige ont remarqué la même odeur dégoûtante provenant d'un endroit proche. Et maintenant qu'il fait jour, elles décident d'aller vérifier par elles-mêmes. Un peu plus loin dans les bois, Carly trébuche tout à coup et tombe en bas d'un monticule, dans une énorme fosse remplie de chair en décomposition. Quand ils entendent ces cris, les autres se précipitent vers la fosse, et c'est alors qu'un pick-up arrive sur la route dans leur direction. Mais Wade remarque rapidement que celui-ci n'a pas de phare cassé. Il s'agit du gars qui ramasse les carcasses d'animaux morts sur la route dans le coin. Et après avoir réalisé que ce type connaît la région, Wade lui demande où il peut se procurer une nouvelle pièce pour sa voiture. Mais la station-service la plus proche se trouve dans une petite ville située à Ambrose, à 24 km par la route. Le gars leur propose de les emmener, et comme il n'y a aucune chance qu'ils arrivent à temps au match, Wade et Carly décident de l'accompagner tandis que leurs amis partent de leur côté, en convenant de se retrouver une fois qu'ils auront récupéré la pièce. Ce n'est qu'au bout de quelques kilomètres que Wade remarque que leur fenêtre ne s'ouvre pas, et que leur nouvel ami porte un gros couteau. Ça lui paraît suspect. Alors quand le type s'arrête dans ce qui semble être une impasse et demande à Wade de l'aider à passer le pick-up en 4 roues motrices, ils décident tous les deux d'annuler cette petite balade plutôt que prévu. Le type a l'air vexé qu'il ne lui fasse manifestement pas confiance, mais il les laisse partir sans difficulté. Et alors qu'ils passent le virage, ils se rendent compte qu'il leur disait la vérité depuis le début en fait. Quand ils arrivent à la station-service, ils ne trouvent personne qui y travaille. Et quand ils regardent autour d'eux, ils ont l'impression qu'il n'y a absolument personne dans ce patelin. Mais ils entendent de la musique provenant de l'église au bout de la rue. Ils décident donc de demander à quelqu'un à l'intérieur. Au moment où ils ouvrent la porte, ils réalisent tout à coup qu'ils viennent de débarquer en plein milieu d'un enterrement. Et ils font immédiatement demi-tour pour attendre à l'extérieur. Le pire, c'est que Beau, le type qui venait de se recueillir devant le cercueil, se trouve être le propriétaire de la station-service. Il leur dit de le retrouver à la station dans une demi-heure. Alors en attendant, ils décident de visiter la célèbre maison de cire. Dès qu'il monte les marches, Wade se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un simple musée de cire. Le bâtiment lui-même est entièrement fait de cire, de haut en bas. L'endroit est rempli de personnages humains hyper réalistes faits en cire. Mais Wade remarque rapidement quelque chose d'étrange. Les objets exposés dans un musée de cire représentent généralement des personnes célèbres. Mais ici, tout le monde ressemble à n'importe qui d'autre dans la rue. En observant les lieux, il remarque que tout ça a été fabriqué par le même homme, un certain Vincent. Pendant que son petit ami s'occupe de visiter la salle à manger, Carly essuie la poussière d'un miroir dans une autre pièce. Quand tout à coup, elle remarque une personne aux longs cheveux noirs et au visage inexpressif de mannequin qui la regarde à travers la fenêtre. Wade décide d'aller jeter un coup d'œil, mais il n'y a rien d'autre qu'une trappe de sous-sol bien fermée. Alors que Carly est dans la cuisine, il tape sur la fenêtre pour rigoler et lui fait percuter un mannequin de cire au visage à moitié fondu. Et elle le bouscule si fort qu'elle s'enfuit directement hors de la maison. Pendant ce temps, le reste de leurs amis se retrouvent coincés dans un embouteillage si énorme qu'ils décident de retourner au campement. En leur confiant les clés, Blake envoie Nick et Dalton chercher Wade et Carly, tandis que Paige et lui restent en arrière pour passer un peu de temps seuls. Mais c'est la dernière fois qu'ils se verront vivants. Ok, je sais pas ce qu'était cette chose, mais il y a vraiment quelque chose de louche ici. Ils devraient faire attention avant de se retrouver en danger. Et la vérité, c'est que les ennuis ont commencé avant même qu'ils n'arrivent dans cette ville glauque. Au camp, Carly a juré qu'elle avait entendu quelqu'un rôder au milieu de la nuit. Et au matin, ils ont découvert que la courroie du ventilateur de Wade avait été mystérieusement coupée. Bien sûr, c'est peut-être un des garçons qui lui a fait une blague. Mais alors pourquoi aurait-il saboté la voiture qu'ils conduisent? Et pourquoi la caméra de Dalton aurait-elle également disparu s'il était dans le coup? Quand on rassemble les pièces du puzzle, il est assez évident que quelqu'un d'extérieur au groupe doit être responsable. Et je ne serais pas prête à faire confiance à qui que ce soit jusqu'à ce que nous soyons très loin d'ici. Au lieu d'aller en ville avec le gars aux carcasses de la route, ils auraient pu tenter de réparer temporairement le problème avec du ruban adhésif, juste pour se sortir de là, et se préoccuper ensuite d'obtenir l'aide d'un vrai mécanicien une fois qu'ils seraient dans un endroit où il y aurait un peu plus de témoins autour. Maintenant qu'ils sont en ville, les choses deviennent encore plus étranges. Tout d'abord, le panneau de la rue principale indique que la population est supérieure à 200 habitants. Alors où diable se trouvent tous ces gens? Ensuite, regardez les plaques d'immatriculation des voitures. Cette Jeep a une plaque texane, mais la voiture d'en face vient du New Jersey. On peut donc se demander ce que des gens venus d'aussi loin sont venus faire ici, dans cette petite ville inaccessible et qui n'est même pas sur la carte.
Et encore une fois, où sont-ils? Nous savons qu'ils ne sont certainement pas venus ici pour voir la célèbre maison de cire, puisqu'il semble qu'elle n'ait pas eu de clients depuis au moins 30 ans. Ensuite, il y a les personnages de cire eux-mêmes. Il semble que la maison ait connu son apogée dans les années 80, et il est impossible que les sculptures aient tenu aussi longtemps sans air conditionné ni entretien. Du fait de la chaleur et de l'humidité de la Louisiane, de l'exposition aux UV, des dégâts des eaux et des parasites, les figurines devraient maintenant toutes être gravement déformées ou complètement détruites. Ça veut dire que quelqu'un doit s'en occuper, et c'est probablement la créature que Carly a vue en train de la fixer à travers la fenêtre. À ce stade, je serais déjà prête à quitter la ville. Et comme leurs potes sont déjà sur le chemin du retour, ça vient de leur ouvrir une nouvelle option pour s'échapper en toute sécurité. Ils devraient les faire s'arrêter pour prendre une courroie de ventilateur sur leur chemin, et ensuite Carly et Wade pourront simplement commencer à marcher le long des sentiers vers leur campement, où leurs amis pourront les récupérer plus tard. Tant qu'ils font attention au type de la route ou à ses potes, tout devrait bien se passer. Mais maintenant, il est temps pour les méchants de déclencher leur piège. Carly et Wade retournent à la station-service pour attendre le propriétaire, et ils découvrent qu'il lui manque la seule taille de courroie dont ils ont besoin. Ils sont sur le point de laisser de l'argent et de prendre une courroie un peu plus grande quand le propriétaire arrive et leur dit qu'il a ce qu'il cherche dans sa maison en haut de la colline. Wade est méfiant, mais Carly ne veut pas continuer à insulter les gens du coin, alors ils finissent par accepter de le suivre sans se douter qu'il tombe directement dans un piège. Sur le chemin, l'homme explique que les propriétaires du musée de cire étaient un couple aisé venu chercher une seconde chance après avoir eu des ennuis avec le cabinet médical du mari. Trudy a elle-même construit l'endroit, jusqu'à ce qu'elle devienne folle à cause d'un kyste au cerveau et que le médecin décide qu'il n'en pouvait plus, laissant leurs 2 fils jumeaux se débrouiller seuls. Une fois arrivés à la maison, il leur propose de les accompagner au camp. Carly attend donc dans son pick-up pendant que Wade entre dans la maison pour aller aux toilettes. La maison elle-même est comme un labyrinthe rempli de vieux objets étranges. Et quand il est sur le point de retourner vers la sortie, il remarque une pièce qui ressemble au cabinet d'un médecin privé qui n'a pas été utilisé depuis des années. Après avoir attendu un moment, Carly sort pour voir ce qui prend autant de temps. Mais c'est alors qu'elle se rend compte qu'un des phares de Beau est cassé. Et la réalité la frappe d'un seul coup. Ça veut dire que c'est le gars qui les surveillait au campement. Elle commence alors à klaxonner pour avertir son petit ami, mais à l'intérieur, toutes les lumières s'éteignent brusquement, le laissant piégé dans l'obscurité la plus totale. Désorienté, Wade essaie de trouver la sortie, mais il ne remarque pas qu'une trappe s'ouvre derrière lui et que la même personne bizarre qui surveillait Carly plus tôt utilise une énorme paire de ciseaux pour lui sectionner le tendon d'Achille. Brutalement blessé, il se recule dans un coin et commence à se débattre sauvagement dans le vide jusqu'à ce que tout à coup, l'agresseur le poignarde à l'épaule avec un couteau de chasse, avant de l'assommer quand il tombe au sol. À l'extérieur, Carly tente d'appeler ses amis à l'aide, mais elle réussit seulement à laisser un message vocal expliquant la situation, étant donné qu'ils sont trop occupés à s'amuser pour décrocher le téléphone. Quand le mécanicien sort sans aucun signe de Wade, elle remonte rapidement dans le véhicule et verrouille les portes, refusant de les ouvrir tant qu'elle n'aura pas vu son petit ami. Furieux, l'homme casse la fenêtre et tente de la tirer dehors, mais elle réussit à démarrer le moteur et à appuyer sur l'accélérateur avec sa main, ce qui les fait dévaler l'allée à toute allure. Le mécanicien perd sa prise, mais le pick-up dérape et se retrouve coincé dans un fossé, laissant la jeune femme dans l'impossibilité de reprendre la route. Tout à coup, l'homme ressurgit dans les phares juste devant elle, mais elle parvient à sortir par la fenêtre arrière et à s'enfuir en courant en direction de la ville. Pendant ce temps, l'autre agresseur entraîne Wade dans son atelier situé sous la maison de cire. Il s'agit de Vincent, le frère jumeau de Beau, l'artiste qui fabrique les personnages de cire, et il s'apprête à montrer à Wade quelques astuces du métier. Après lui avoir injecté un sédatif, recousu ses blessures et soigneusement épilé son visage, l'homme attache Wade dans un dispositif terrifiant qui servira à le maintenir parfaitement immobile. Il allume le four et actionne des pommes de douche qui recouvrent tout le corps de Wade de cire bouillante, le transformant ainsi en une des sculptures alors qu'il est encore en vie. Et ça fait une victime, et il en reste 5. En ville, Carly entend de la musique provenant de l'église et elle décide d'aller y chercher de l'aide. Elle se précipite à l'intérieur en criant que quelqu'un la poursuit. Mais les gens ne réagissent même pas. Et quand elle regarde autour d'elle, elle réalise tout à coup que toutes les personnes présentes dans l'église sont faites de cire. En titubant en arrière, elle fait accidentellement tomber un des bras du personnage, révélant ainsi la chair et le sang qui se cachent en dessous. Ces hurlements indiquent à Beau l'endroit exact où elle se trouve. Et comme elle l'entend monter les marches extérieures, elle se met rapidement à l'abri quelque part à l'intérieur. Beau prend son temps et parcourt les bancs à sa recherche. Mais alors qu'il s'apprête à partir, il la trouve tout à coup cachée sous les robes du prêtre.
Carly réussit à s'enfuir pendant un instant, mais il la poursuit facilement jusqu'à un pâté de maison plus haut dans la rue. Et elle a beau crier, il semble que personne ne viendra la sauver. Ok, bon sang, c'est vraiment la merde. Et je ne pense vraiment pas que les choses auraient pu se passer plus mal pour notre petit couple. Le bon côté des choses, c'est que Wade a enfin eu cette visite des coulisses qu'il cherchait. Mais je suis presque sûre que finir dans l'exposition n'était pas le plan initial. Désolé Wade et Carly, mais vous avez tous les deux merdé jusqu'au bout. Commençons par Wade. Je suppose que ces blagues sur le fait d'être un tueur en série au camping ne te paraissent plus si drôles maintenant, hein mon pote? Comment diable peux-tu passer de monsieur suspicieux surtout à « je laisse ma petite amie à l'extérieur » pendant que tu fouines dans tous les recoins de cette maison du meurtre évidente? Règle numéro 1 dans ce genre de situation, ne jamais se séparer à moins d'utiliser quelqu'un comme bouclier de viande. Et parce qu'il est toujours plus sûr d'avoir quelqu'un qui surveille ses arrières. Je comprends l'envie de jeter un coup d'œil une fois à l'intérieur, mais être trop curieux est un bon moyen de se faire tuer. Et pourquoi un mécanicien aurait-il un cabinet médical secret dans sa maison? Dès que tu as vu les embryons de vache dans les bocaux, tu aurais dû te tirer de là, avant de te retrouver dans une sorte d'expérience génétique tordue. Il n'était pas nécessaire d'attendre que toutes les lumières s'éteignent et d'être enfermé à l'intérieur pour se rendre compte que tu étais peut-être en danger. Au moins, tu as pris une arme, même si c'était la plus inutile. Mais se débattre dans le noir, c'était vraiment pas le meilleur scénario. La meilleure chose que tu aurais pu faire pour te donner une chance de te défendre aurait été de reculer dans un coin, de rester silencieux et d'essayer de prendre l'avantage sur ton agresseur à la place. Mais soyons réalistes, tu étais probablement déjà mort à la minute où tu es entré dans cette maison. Quant à toi, Carly, tu t'es au moins un peu mieux débrouillée dans cette situation. Et tu aurais même pu t'échapper si tu n'avais pas commis quelques erreurs critiques. Appeler tes amis était une bonne idée, mais après être tombé sur leur répondeur et avoir laissé un message rapide, tu aurais dû être prête à appeler le 911 dès que tu as vu que Wade ne se montrait pas. Il semble que tu aies utilisé 100% de tes compétences de survie juste pour cette partie du plan cependant. Non, parce que, sérieusement, tu allais vraiment rester là à le regarder casser la fenêtre alors que les clés étaient déjà dans le pick-up? Démarre et tire-toi, ou écrase-le si tu as une raison suffisante de le faire. Même après ça, tu as réussi à t'enfuir. Mais c'est là que tu as commis ta plus grosse erreur. Tu savais où se trouvait la route vers le campement, et que tes amis allaient venir te chercher. Alors pourquoi ne pas t'enfuir en courant? Enfin, pas vers la ville en tout cas. Si tu avais continué à retourner vers le camp, tu serais tombé sur Nick et Dalton qui étaient déjà en route. Et tu aurais probablement sauvé la vie de tout le monde, sauf celle de Wade, en mettant fin à l'histoire à ce moment-là. Mais non, ton instinct t'a poussé à courir dans la direction opposée à la sécurité. Et maintenant, il semble que tu sois sur le point d'en payer le prix. Je vous souhaite d'avoir plus de chance lors de votre prochain voyage, parce que Wade et Carly, vous avez merdé. Beau jette Carly par-dessus son épaule et la ramène à la station-service. Il allume la radio pour étouffer ses cris et l'attache à une chaise au sous-sol. Alors qu'elle se débat, elle remarque des cicatrices sur les poignets de l'homme, montrant que les mêmes entraves ont été utilisées sur lui. À ce moment-là, Dalton et Nick arrivent à l'extérieur. Alors Beau tient une pointe de métal sous la gorge de Carly en lui ordonnant de rester silencieuse. Comme il n'y a aucun signe de qui que ce soit dans la boutique, les garçons décident de se séparer et de fouiller la ville. Mais l'un d'entre eux est sur le point de devenir la nouvelle victime de Vincent. Au sous-sol, Beau utilise de la superglue pour fermer les lèvres de Carly, l'empêchant ainsi de crier à l'aide. Il ferme la porte à clé et monte à l'étage pour aller confronter les garçons. Et il tombe sur Nick qui l'attend à l'extérieur. Carly peut entendre toute leur conversation à travers un collecteur d'eau pluviale, et après avoir cassé un morceau du fauteuil, elle tend la main et commence à agiter son doigt à travers la grille, essayant désespérément de faire signe à son frère qu'elle est là. Malheureusement, Beau s'en aperçoit le premier, et il lui coupe le bout du doigt avec une pince coupante pendant que Nick ne regarde pas. Il semble que Nick soit sur le point d'être le prochain, mais Carly force douloureusement sa bouche à s'ouvrir juste à temps pour le prévenir, alors que Beau était sur le point de s'en prendre à lui. Les deux se battent immédiatement, mais Nick donne facilement une raclée au gars et il se précipite dans la station, fermant la porte d'entrée et la porte du garage à clé alors que Beau essaie désespérément de pénétrer à l'intérieur. Il se précipite en bas, pénètre dans la pièce où Carly est séquestrée et la libère rapidement. Mais ils doivent encore trouver Wade et Dalton avant que quelqu'un d'autre ne les trouve en premier. Dalton remonte la rue jusqu'au musée de cire et il décide de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Au détour du couloir, il trouve Wade assis au piano et il commence à lui demander ce qui se passe, avant de se rendre compte qu'il a été complètement transformé en un des personnages de cire et qu'il est plus ou moins toujours en vie sous la cire. Pris de panique, il commence à essayer d'enlever la cire du visage de Wade, mais il finit par arracher plusieurs couches de peau en même temps. Tout à coup, Vincent s'élance vers lui avec un poignard, mais il finit par couper la moitié du visage de Wade, le tuant finalement sous le choc.
Dalton s'enfuit dans la cuisine et commence à lancer des assiettes en cire sur son agresseur. Mais elles explosent toutes à l'impact sans faire de dégâts. Et Vincent le poursuit rapidement dans les escaliers du sous-sol, où il coupe la tête de Dalton en effectuant un effet de ciseau avec ses 2 lames aiguisées comme des lames de rasoir. Et ça fait 2 victimes, et il en reste 4. Au garage, Carly et Nick entendent un véhicule démarrer et s'éloigner à l'extérieur. Pensant que Beau doit être parti, ils prennent une arme et décident de partir à la recherche de Wade et Dalton. Avant de quitter le magasin, Nick essaie d'appeler la police, mais la ligne est coupée. Et Carly mentionne que son téléphone portable est peut-être encore près de la maison de Beau. Ok. Maintenant, on arrive enfin à quelque chose. Nick et Carly se sont peut-être sauvés la vie l'un l'autre, mais ils ne sont pas encore en sécurité. Et comme 2 de leurs amis sont toujours portés disparus quelque part dans la ville, leur situation vient de se compliquer. C'est exactement la raison pour laquelle une des règles les plus importantes en matière de survie est de ne jamais se séparer. Surtout quand vos compétences en matière de survie sont aussi mauvaises que celles de Dalton ici. S'ils étaient restés ensemble, Nick et Dalton auraient pu se protéger mutuellement. Mais au lieu de ça, ils ont fini par devoir affronter les assaillants chacun de leur côté, ce qui a failli les tuer tous les 2. Maintenant, Nick et Carly n'ont aucun moyen de savoir si Wade et Dalton sont encore en vie. Et ils doivent prendre la décision de rester et d'aider leurs amis ou de se tirer d'ici pendant qu'ils en ont encore la possibilité. C'est une situation difficile, mais s'ils prennent une seconde pour se calmer et regarder les choses d'un point de vue rationnel, ils se rendront compte qu'il y a un plan qui s'offre à eux et qui semble bien plus viable et sûr que tous les autres. Puisqu'ils sont venus en voiture, Nick a toujours les clés du pick-up de Blake qui est garé tout près à moins de 2 minutes d'ici. Se rendre à ce véhicule pourrait être leur meilleur moyen de survivre. Alors avant d'essayer de sauver Wade ou Dalton, c'est là que j'irai en premier. L'atelier de mécanique regorge d'armes potentielles, comme des clés, des tournevis, des marteaux, des démonte-pneus, voire des pieds de biche ou des cutters. La première chose à faire est donc de s'équiper d'1 ou 2 armes qui combinent puissance et portée, afin d'être prêt au cas où il rencontrerait à nouveau ces psychopathes, puis de retourner rapidement au pick-up de Blake à l'angle de la rue. Ce modèle en particulier est équipé d'une assistance routière intégrée, ce qui veut dire que même si Carly n'a pas son téléphone, ils peuvent toujours l'activer depuis le véhicule lui-même et appeler immédiatement les services d'urgence pour qu'ils se rendent à leur position exacte. Le pick-up est également équipé de 4 roues motrices, ce qui leur permettra de se frayer un chemin sur la partie de route qui avait été ravinée par les eaux. Les garçons ont évité de faire ça avant parce qu'ils ne voulaient pas ruiner le beau véhicule de Blake, mais maintenant qu'il s'agit d'une situation de vie ou de mort, je dirais que la question est réglée. Les services d'urgence étant en route, ils pourraient ensuite conduire le pick-up à travers la ville en restant en sécurité à l'intérieur, tout en utilisant les phares et le klaxon pour essayer de localiser leurs amis. Quoi qu'ils fassent, ils doivent résister à l'envie de pénétrer dans les bâtiments jusqu'à l'arrivée des renforts, parce qu'ils risqueraient de tomber dans une embuscade où les tueurs auraient l'avantage. C'est un plan assez simple qui pourrait fonctionner. Et le plus beau, c'est qu'ils ont déjà tout ce dont ils ont besoin. Mais comme d'habitude, quelques erreurs stupides vont les replonger dans la zone de danger. Au campement, Blake et Paige sont toujours en train de s'embrasser et d'écouter de la musique quand leur haut-parleur se coupe mystérieusement. Agacé, Blake va voir ce qu'il en est, mais il découvre que les haut-parleurs fonctionnent parfaitement. Quelqu'un a simplement coupé le courant. Remarquant que le téléphone de Paige a un appel manqué, il décroche et écoute le message vocal de Carly qui les met en garde contre la ville pour la première fois. Mais il est déjà trop tard pour arrêter ce qui est sur le point de se produire. Alors que Paige attend le retour de Blake, quelqu'un ouvre la toile et se glisse dans la tente. Mais quand elle allume la lumière, elle se rend compte qu'il s'agit en fait de Vincent, qui regarde vers le ciel en vue de réclamer sa prochaine victime. Luttant pour sa vie, elle parvient à s'échapper avant qu'il ne puisse la tuer. Mais elle finit par trébucher et tombe juste à côté de son petit ami qui se vide de son sang après avoir reçu un coup de poignard dans le cou. Et ça fait 3 victimes, et il en reste encore 3. Terrifiée, elle s'enfuit en courant dans les bois et tombe quelques instants plus tard sur une vieille usine abandonnée. Alors que Vincent la suit à l'intérieur et allume les lumières, elle se rend compte qu'elle s'est réfugiée dans une grande pièce remplie de bagages de tous leurs précédents visiteurs. Les téléphones portables rassemblés dans une boîte ne fonctionnent malheureusement pas, mais elle réussit à s'emparer d'un bout de métal pointu pour s'en servir comme lance. Depuis une plateforme surélevée, elle regarde partout dans le bâtiment en essayant de voir où Vincent pourrait se cacher. Mais il lui ouvre le talon. Et il commence ensuite à lui asséner des coups de couteau à travers les grilles du sol. Bien que gravement blessée, elle parvient à s'échapper et à se réfugier dans une voiture en panne. Mais elle n'est pas encore à l'abri. Paige grimpe facilement sur la banquette arrière, d'où elle observe Vincent qui la cherche entre les voitures. Tout à coup, il ouvre la porte face à elle et Paige se jette sur lui avec la pointe de métal. Mais elle ne fait pas plus de quelques centimètres de large et ne réussit qu'à érafler son visage.
Abandonnant son arme, elle boite péniblement et se cache derrière un autre véhicule. Mais quand elle jette un coup d'œil par la fenêtre pour voir où il est allé, Vincent lance la pointe comme un javelot et l'empale en plein front. Et ça fait 4 victimes? Il n'en reste plus que 2. Ok, bon sang, qui aurait cru que Paris Hilton se révélerait être une telle badass? Jusqu'à présent, elle a fait plus de dégâts à ses clowns que n'importe qui d'autre à part Nick. Et elle a même presque réussi à mettre l'un d'entre eux au tapis. C'était assez impressionnant, mais malheureusement, sa stratégie s'est effondrée à la fin. Regardons donc de plus près ce qui est arrivé et essayons de voir comment elle aurait pu survivre. Le problème a commencé avant même qu'elle ne quitte le camp. Son petit ami est sorti à l'extérieur pour vérifier le son de la musique. Mais il est resté assez longtemps pour qu'elle s'habille, éteigne les lumières et se blottisse dans son petit lit. Mais à aucun moment elle n'a pensé à demander « Hey, qu'est-ce qui prend autant de temps ?» Les mouvements de Jiu-Jitsu qu'elle a exécutés pour gagner le combat dans la tente auraient probablement fait la fierté de Joe Rogan. Et je suis sûre qu'il a vu ce film. Mais elle a réussi à maîtriser Vincent même quand il avait l'avantage sur elle. Et il semble qu'elle soit à même de tenir son rang dans un combat à la loyale. S'enfuir, c'est une chose, mais s'enfuir 2 fois est 2 fois plus difficile. Et c'est là que tout a commencé à se gâter pour elle, ici, à l'usine. Son plan ne commençait pas si mal pourtant. Essayer d'abord les vieux téléphones, puis s'emparer d'une lance, était en fait de très bonnes idées. Mais il y avait quelque chose d'important qu'elle n'a pas vu, dans la pièce où se trouvaient les téléphones. Les clés de toutes les voitures se trouvant dans le bâtiment étaient également accrochées au mur. Ça veut dire qu'elle aurait pu s'emparer des clés, se faufiler ou se battre jusqu'à une voiture et la conduire directement hors d'ici. Non. Sa plus grosse erreur a été de se mettre à découvert sur cette plateforme surélevée. Ça pouvait sembler être un point de vue utile, mais souvenez-vous, elle ne cherche pas à choper ce type. Elle cherche à s'éloigner de lui. Le plus intelligent aurait été de continuer à se cacher, puis de l'attaquer par surprise s'il se rapprochait de trop, ou se faufiler jusqu'à la porte pendant qu'il vous cherchait encore à l'intérieur. En se mettant à découvert, elle a perdu son effet de surprise, ce qui a permis à Vincent de prendre l'avantage sur elle. Et après qu'il l'ait frappée à la cheville, c'était plus ou moins fini à partir de là. Malgré tous ces éléments, elle a quand même anticipé en se mettant à l'abri dans la voiture. Mais pourquoi diable n'a-t-elle pas verrouillé ses foutues portes quand elle l'a vu arriver? Bien sûr, ça aurait pu faire du bruit, mais de toute façon, il pouvait déjà suivre les traces de sang de sa cheville coupée jusqu'à sa cachette. Elle a même réussi à l'atteindre d'un coup direct vers son visage. Mais elle a inexplicablement laissé son arme derrière elle, ce qui a fini par causer sa perte. Dans l'ensemble, Paige s'est bien battue. Mais maintenant, ça va être à Nick et Carly de régler le problème. En ville, Nick repère un magasin d'articles de sport où il semble pouvoir mettre la main sur une meilleure arme. Il utilise une clé à molette pour casser la vitre, grimpe dans la vitrine et s'empare d'une arbalète sur un mannequin. Tout à coup, un coup de feu retentit au moment où Beau ouvre le feu sur eux avec un vrai fusil à double canon depuis le bas de la rue. Mais ils parviennent à l'esquiver et se précipitent pour se mettre à l'abri dans un cinéma tout proche. Dès qu'ils entrent, une scène de film commence à s'afficher sur l'écran géant, et Beau les suit à seulement quelques pas derrière eux. Réfléchissant rapidement, il décide de se cacher parmi les personnages de cire assis dans les fauteuils, en restant aussi silencieux que possible pendant que Beau se promène dans les allées à leur recherche. Le plan fonctionne pendant un moment, jusqu'à ce que Beau aperçoive Carly qui se cache dans la masse. Mais elle esquive un tir qui fait exploser la tête du mannequin assis dans la rangée derrière elle. Au même moment, Nick surgit dans le coin et le frappe d'un tir d'arbalète dans le bras. Ce n'est pas un tir mortel, mais c'est suffisant pour le blesser et leur permettre de s'enfuir dans le hall. Quand il arrive à la porte, Nick l'attend déjà, prêt à lui tirer un autre projectile. Et cette fois, il semble que le coup ait eu l'effet escompté. Ça fait un tueur de moins, et ils doivent encore trouver un moyen de sortir de la ville avant qu'il ne soit trop tard. Pensant que leurs amis sont peut-être encore en vie, ils décident de fouiller la maison de Beau à la recherche d'une quelconque trace de Wade ou de Dalton. Ils font le tour de la maison jusqu'à la porte de derrière, et Carly saisit une batte de baseball quand il se faufile à l'intérieur. Puis ils se séparent pour fouiller le rez-de-chaussée une pièce après l'autre. Dans un tiroir, elle découvre un article de presse révélant que les garçons étaient à l'origine des jumeaux siamois, qui ont été séparés par leur père. Vincent a dû se faire un visage en cire pour cacher les déformations dues à l'opération. À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvre et Beau entre en titubant, les forçant à se cacher. Bien qu'il soit gravement blessé, il semble avoir survécu au tir et il utilise quelques équipements de la cuisine pour rafistoler ses blessures, tandis que Carly observe la scène depuis le dessous de la table. Pendant ce temps, Nick trouve le passage secret menant à un système de tunnel caché sous la maison. En scrutant par la fenêtre, Carly voit un pick-up jaune s'arrêter à l'extérieur avec les corps de Blake et Paige cachés à l'arrière. C'est Vincent, et lui et son frère commencent à se disputer sur le fait qu'il ait quitté la ville.
Pendant qu'ils sont distraits, Nick attrape Carly et se précipite vers le passage caché sous le plancher. Il s'enfonce dans un système de tunnels qui semble mener sous la ville jusqu'à ce qu'il trouve un grand panneau de disjoncteur. Pensant que de la lumière serait utile, Nick commence à actionner tous les interrupteurs dans l'espoir de l'allumer. Mais ce qu'il fait en réalité, c'est éteindre et allumer l'électricité dans tous les magasins et les objets hétéroclites de la ville. À la surface, les frères le remarquent de leur fenêtre. Et maintenant, ils savent exactement où les trouver. Ok. Non mais je vous jure, à chaque fois que ces deux-là semblent sur le point de s'enfuir, ils prennent une autre décision débile qui les met encore plus en danger qu'ils ne l'étaient avant. À ce moment-là, ils n'ont jamais été aussi prêts de pouvoir sortir d'ici vivants. Mais ils viennent de révéler leur cachette et il semble qu'ils vont devoir affronter Beau et Vincent avant de s'enfuir. À la surface, ils ont gâché quelques grandes opportunités qui auraient pu faire de la sortie de cet endroit une promenade de santé. Premièrement, le magasin dans lequel ils se sont introduits indiquait armes et munitions. Mais ils ont décidé d'opter pour une arbalète. C'est quoi ce bordel? Pour qui tu te prends, Daryl Dixon? C'est cool comme truc, mais ça n'aurait pas fait de mal de chercher une meilleure option. Ou au moins de donner une arme à Carly pour qu'ils puissent se couvrir l'un l'autre. Ce qui est encore plus dingue, c'est qu'après avoir neutralisé Beau la première fois, ils ont décidé de partir sans aucune arme. Même s'ils n'avaient plus de munitions, j'aurais quand même pris le fusil, juste au cas où. Ils auraient pu trouver des munitions pour cette arme plus tard quand ils allaient fouiller sa maison. Et même s'ils n'en trouvaient pas, ils auraient pu l'utiliser pour bluffer ou comme un bon vieux gourdin s'il le fallait. Tout le monde sait que quand on est dans ce genre de situation, il faut confirmer le meurtre. Il ne faut pas se poser de questions, il faut toujours confirmer le meurtre. Les tirs d'arbalète ont atteint le bras et l'épaule de Beau, ce qui veut dire qu'aucun d'entre eux n'était un tir mortel garanti. Pendant qu'ils vérifiaient ses poches, ils auraient dû aussi vérifier si son cœur battait encore. « T'es mort ? Dis, t'es mort ?» Et ensuite, soit le maîtriser, soit finir le travail. Même s'il est revenu, Carly a eu une autre chance de l'éliminer dans la maison. Pendant qu'il était distrait en train de retirer les flèches de son bras dans la cuisine, ça aurait été le moment idéal pour le prendre par surprise avec la batte de baseball. C'est vrai, non? Ensuite, il n'aurait eu que Vincent à affronter. Et ils auraient pu lui tendre une embuscade quand il est revenu dans la maison sans savoir qu'ils étaient à l'intérieur. Et voilà! La meilleure chance pour l'instant est de prendre quelques armes dans le donjon de la mort ici et de continuer à avancer vers la maison de cire. Une fois sur place, ils pourront se servir des personnages de cire comme d'une diversion pour prendre l'avantage sur leurs assaillants. Ou, si la voie est encore libre, courir tout droit vers le pick-up de Blake puisqu'ils ont toujours les clés et se tirer de là. Mais Beau et Vincent ont encore quelques tours dans leur sac. Nick réussit enfin à allumer la lumière. Et dès qu'ils suivent les tunnels jusqu'à la zone suivante, ils débouchent au milieu du donjon de cire de Vincent. En regardant autour d'eux, ils découvrent avec horreur leur ami Dalton, toujours attaché à la machine au centre de la pièce et recouvert de plusieurs couches de cire solide de la tête aux pieds. Horrifié, Nick commence à tripoter la machine pour libérer son ami, mais il ne réussit qu'à arracher la tête de Dalton. C'est déchirant, mais il n'y a pas le temps de se lamenter parce qu'à ce moment précis, Vincent se lance à leur poursuite, brandissant ses 2 poignards fétiches. Furieux, Nick et Carly décident qu'ils en ont assez de fuir et ils commencent à se battre contre lui, prenant Vincent au dépourvu. Mais il ne va pas se laisser faire sans se battre et ils finissent par se rendre coup sur coup sans qu'aucun des deux camps ne prenne l'avantage. Voyant une opportunité pendant que Vincent est au sol, il court de l'autre côté de la pièce et déverse une énorme cuve de cire bouillante, créant un petit mur de feu qui bloque Vincent et leur donne une nouvelle chance de s'échapper. En suivant le passage, ils finissent par arriver à un escalier qui les ramène à l'intérieur de la maison de cire. C'est alors qu'ils réalisent que Beau se trouve déjà entre eux et la sortie. Nick charge le gars et les deux se livrent à un combat à main nue. Et Beau le projette contre un des étalages de cire. Carly se précipite pour l'aider, mais il se retourne et lui assène un violent coup de poing du droit en plein visage. Pendant qu'ils se battent, le feu prend tellement d'ampleur dans les tunnels qu'il commence à faire fondre le sol. Nick reprend le combat, mais maintenant tout le bâtiment commence à s'enflammer. Et ce n'est qu'une question de temps avant que l'ensemble ne se transforme en une véritable soupe. S'emparant d'un morceau du carreau d'arbalète qui dépasse encore de sa poitrine, Nick force Beau à se mettre à terre. Mais l'homme sort un couteau et l'enfonce dans sa jambe. C'est une blessure douloureuse. Mais juste au moment où Beau se relève, Carly se précipite et le défonce avec la batte de baseball, le tuant une fois pour toutes. La bataille n'est pas terminée pour autant, parce qu'à ce moment-là, Vincent arrive en courant pour se joindre au combat. Voyant son frère mort sur le sol, il pousse un cri étouffé avant de reporter son attention sur Carly, qui s'enfuit à l'étage alors que le bâtiment lui-même continue de fondre lentement.
La jeune fille se réfugie dans une chambre à l'étage et bloque la porte à l'aide d'un berceau où se trouvent des jumeaux siamois en cire. Mais Vincent les sépare avec son couteau en se frayant un passage et il entre dans la pièce. Horrifiée, Carly se réfugie de l'autre côté de la pièce et tente de faire entendre à Vincent qu'il ne veut pas vraiment leur faire de mal. Mais sa tentative de résoudre les choses pacifiquement ne fonctionne pas. Et son seul choix est de courir vers la porte alors que Vincent est à quelques centimètres derrière elle. À la dernière seconde, Nick arrive en trombe et plaque Vincent sur le lit. Puis il lui arrache son masque alors qu'ils se battent pour le poignard. N'ayant pas d'autre choix, Carly retire le couteau qui se trouve dans la jambe de son frère et le retourne contre Vincent, l'enfonçant directement dans la poitrine de l'homme. Il tombe à la renverse et traverse le sol jusqu'en bas où il atterrit sur le corps de son frère, exactement dans la même position que lorsqu'ils sont venus au monde, à l'origine. Carly et Nick n'ont plus que quelques secondes pour s'échapper. Et comme ils n'ont aucun moyen ni de monter ni de descendre, ils se rendent compte que leur seule option est de se frayer un chemin à travers le mur. Ils creusent pour sauver leur vie et sortent par le A, juste au moment où le bâtiment entier s'effondre lentement vers le sol. Et ils réussissent à s'en sortir avec seulement quelques secondes d'avance. Au matin, les policiers arrivent pour enquêter sur l'origine de l'incendie. Alors qu'ils repartent en ambulance, pensant que le cauchemar est enfin terminé, le shérif apprend que Trudy n'avait pas seulement 2 fils, elle en avait 3. Et voilà que le préposé au ramassage des cadavres sur la route leur fait un signe quand ils quittent la ville. Ils ont réussi à survivre, mais en fin de compte, tout le monde a appris une leçon précieuse ici. Ne jamais faire confiance à un homme qui mange des animaux morts sur la route. Accro à l'horreur, tous réunis. Je me devais de regarder La Maison de Cire. Un film robuste. Moi, je me suis bien amusée à le faire. Mais comment vous seriez-vous échappé? Qu'auriez-vous fait différemment? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!